Welcome back, everyone. Eh bien, rebonjour. J'espère que vous avez eu une bonne pause déjeuner. Alors, lançons la deuxième partie de cette conférence conjointe avec notre deuxième table ronde qui porte donc sur le rôle des programmateurs et programmatrices et des institutions dans l'émergence des nouvelles écritures et la question du risque partagé. Casque pour la traduction simultanée. I have with me on stage. J'ai avec moi sur scène Tim Beren, Caroline Sota et Agathe Dumont. Je vous donne la parole. Merci, bienvenue à cette nouvelle table ronde. Tim Beren est avec nous, qui est chorégraphe, artiste de cirque et curateur, programmateur. Il est le directeur artistique de la compagnie Overhead Projects. Il est diplômé de l'École supérieure des arts du cirque à Bruxelles. Il est également à la tête du Circus Dance Festival à Cologne. Caroline Sota, quant à elle, qui travaille dans le domaine de la culture et du spectacle vivant depuis 14 ans, et en particulier le cirque contemporain et les arts de la rue. Vous avez également occupé différentes fonctions dans ce secteur et vous occupez désormais le poste d'attaché culturel à l'Institut français de Serbie depuis septembre 2023. Et vous êtes également coordinatrice du programme Théâtroscope et vous nous en reparlerez sans doute. Alors, commençons. Nous allons essayer de faire le lien entre les deux tables rondes. L'idée était de parler un petit peu différemment de la manière dont nous voyons le travail artistique et dont nous voyons ces nouvelles formes émerger et ces nouvelles écritures. Je voulais commencer par un texte qui est signé par Daniel Arras, historien de l'art français. C'est un texte sur la manière dont nous regardons, le regard. Daniel Arras est un théoricien assez fondamental dans le domaine des arts visuels, mais je crois que cela s'applique aussi au spectacle vivant. C'est sous la forme d'une lettre que Daniel Arras adresse à l'un de ses collègues historiens de l'art en parlant de la manière dont il regarde les œuvres d'art. Je vais le lire en anglais et en français. Et le texte original est en français. Le texte commence avec Cara Giulia et cette Giulia est un personnage fictif. Ce n'est pas une personne réelle. For painting. How is it that when it comes to interpreting certain works, we can be so far apart? I don't claim that works have only one meaning and that there is only one right interpretation. Gombrich, another art historian, said that, and you know what I think, what concerns me is rather the kind of screen made of text, quotation, and external references that you seem to there is something missing in the text in English, that you seem to, at all cost, at certain moments, to want to interpose between yourself and the work, a kind of filter, a kind of sun filter that would protect you from the brilliance of the work and preserve the acquired habits in which our academic community is founded and recognizes itself. Perhaps that's the essence of what separates us. It seemed that if you start from the text, that you need the text to interpret the paintings, as if you don't trust your eyes to see, nor the paintings to show you on their own what the painter wanted to express. Alors, en français, nous avons la même passion pour la peinture. Comment se fait-il qu'au moment d'interpréter certaines œuvres, nous puissions être aussi loin l'un de l'autre? Je ne prétends pas que les œuvres n'auraient qu'un seul sens
et qu'il n'y en aurait donc qu'une seule bonne interprétation. Ça, c'est Gombrich qui l'a dit et tu sais ce que j'en pense, donc Gombrich, historien de l'art. Non, ce qui me préoccupe, c'est plutôt le type d'écran, fait de textes, de citations et de références extérieures que tu sembles à tout prix, à certains moments, vouloir interposer entre toi et l'œuvre. Une sorte de filtre solaire qui te protégerait de l'éclat de l'œuvre et préserverait les habitudes acquises dans lesquelles se fonde et se reconnaît notre communauté académique. C'est peut-être là l'essentiel de ce qui nous sépare. On dirait que tu pars des textes, que tu as besoin des textes pour interpréter les tableaux, comme si tu ne faisais confiance ni à ton regard pour voir, ni au tableau pour te montrer, de même, ce que le peintre a voulu exprimer. So perhaps it seems a bit far, Alors peut-être que cela semble assez loin de ce dont nous discutons, mais peut-être que cela nous permet de faire le lien avec ce dont nous discutions avant le déjeuner. Je pense que cette question de la manière dont nous regardons est quand même en lien avec ce dont nous parlons. Bien sûr, cette table ronde va porter sur aussi la façon dont nous créons les conditions pour que les œuvres d'art soient vues et non pas seulement la question de notre regard sur elles. Donc comment rendons-nous cela possible? Mais peut-être cet après-midi par rapport à ce matin, du point de vue des programmateurs et des institutions. Et c'est pourquoi eh bien, je pense que c'est en lien avec la question du regard et comment nous travaillons sur notre regard sur ces œuvres d'art et la manière dont nous les partageons avec des publics. Je vais donc vous demander à tous de partir peut-être d'un souvenir, le souvenir d'une œuvre d'art qui a été important pour eux en tant que spectateurs, mais aussi d'un point de vue professionnel, parce que cette œuvre d'art a créé un questionnement, soulevé une interrogation. Donc nous allons partir de notre regard, puis de la manière dont nous travaillons également avec ce que nous voyons et comment nous voyons les œuvres d'art. Qui veut commencer? Eh bien, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Merci à Circus Next. Eh bien, j'ai un souvenir très vivace de la forteresse du sourire de Kolo Taneno, qui est un metteur en scène japonais que j'ai vu au Théâtre de Gennevilliers il y a 3 ans dans le cadre du festival d'automne. C'était une pièce de théâtre. Le metteur en scène est également un psychiatre et il travaille beaucoup sur la scénographie et il y a une composante cinématographique très importante. Il y a une atmosphère visuelle. Et on a l'impression en fait de voir 2 appartements en coupe, comme si leur façade avait été retirée. Et dans le 2e appartement, il y a une famille, la grand-mère est malade et le père et la petite fille prennent soin de la grand-mère. Et c'est extrêmement fort. Et ce qui me bouleverse dans la culture japonaise, ce sont de petits détails. Et vous voyez tout dans de petits détails, dans les détails. Donc c'était vraiment marquant et assez bouleversant. Donc un souvenir assez frappant. Vous avez dit que c'était sur scène, le Théâtre de Gennevilliers en France, mais vous avez déjà parlé de photographie et de cinématographie, donc on voit que le médium est important. Il peut s'agir de théâtre, mais la référence au film, aux images peut être assez forte. Tim, est-ce que vous voulez partager avec nous? Bien, je suis également heureux d'être ici et je vous remercie pour cette invitation. Eh bien, j'ai amené Julian Fogel avec moi et peut-être qu'on peut commencer avec une petite vidéo parce que ça m'a beaucoup frappée. Et peut-être allons-nous commencer à regarder 1 minute de cette vidéo dans le cadre du festival de Cologne dont je suis le directeur, où nous avons présenté Claudio Stellato,
également Julian Fogel, Ryan Murphy et d'autres. Et l'idée, en fait, et c'est peut-être l'un des outils dont nous pouvons user pour rendre visible la manière dont eh bien, la pratique circassienne fonctionne. Donc, regardons peut-être cet aperçu d'une minute du travail de Julian Fogel. Ça, c'est la photo. It started in the kitchen. Yeah, thank you. Merci. J'ai apporté cet aperçu du travail de Julian Fogel et je pense que c'est en lien avec certaines parties de la philosophie qui est derrière Circus Dance Festival. Alors, on voit un artiste au travail, ce n'est pas un circassien. Il est dans son atelier de création où il fabrique cette porcelaine. Il utilise donc la porcelaine, qui est un type de céramique spécifique, et on le voit au travail. Et ce que je trouve frappant, c'est que quand je parle du travail de Diabolo, et c'est un artiste qui fabrique donc des objets en porcelaine, et le lien ne paraît pas évident entre ces deux artistes. Et pourtant, pour moi, il y a quelque chose un fort potentiel dans beaucoup de travaux de circassiens, c'est qu'en fait, il y a un questionnement sur leur travail de prime abord, le travail sur les objets, sur la matérialité. C'est quelque chose que je trouve très spécifique. Et dans notre festival, Circus Dance Festival, on cherchait à explorer ce questionnement. Et c'est un travail qui le fait de manière très puissante. Je voulais aussi ajouter quelques réflexions sur ce travail. Je trouve très intéressant la tendance qu'il y a en ce moment dans l'art circassien de pénétrer dans les musées et donc d'exister dans un contexte institutionnel différent. Donc de l'art du cirque qui est perçu comme un des beaux-arts. Et Julian le fait ici aussi en utilisant des outils, et Akio Julian le fait également en utilisant des outils, des instruments d'autres arts dans une pratique circassienne. Et ce que je trouve intéressant dans l'art du cirque également, c'est de jouer avec d'autres formats, des formats venus d'autres disciplines, par exemple d'installation. Et souvent, il y a une attente des spectateurs concernant l'art du cirque, que cela se joue dans une black box, dans une boîte noire ou dans un contexte collectif.
dans un espace où l'on est ensemble et où on vit cette expérience collective. Et dans le musée, eh bien, et la temporalité est différente, quelque chose de plus individualisé dans l'expérience que nous avons. Nous pouvons déambuler dans cet espace, nous pouvons y passer le plus de temps autant de temps que nous le souhaitons. Et dans l'art du cirque, je pense que ce jeu sur les formats est intéressant parce que cela change vraiment certaines de ses attentes. Oui, merci beaucoup. Je pense que nous parlons déjà de circulation, de déplacer des frontières et voir que certains espaces dans lesquels nous montrons des œuvres d'art peuvent être identifiés comme des musées, comme des festivals. Et parfois, il y a des espaces qui sont des entre-deux où le travail, qui se situe euh, entre deux disciplines ou dans un passage entre deux disciplines. Et alors moi, je voulais vous parler de Matthew Barney, qui est dont j'ai vu l'installation à la Fondation Cartier à Paris. C'est un artiste visuel, mais quand j'ai vu cette installation, c'était dans un musée, mais je ne savais pas véritablement ce que j'avais devant moi. Donc, comme vous l'avez dit, j'aurais pu passer autant de temps que je le souhaitais, mais c'était un film. Il y avait donc un début et une fin, et donc peut-être aurais-je pu commencer le film à 14 heures et après c'était fini, mais dans cette expérience, eh bien, cela aurait pu être du cirque ou de la danse. Et cette installation s'intitule Secondary et il travaille sur la mémoire d'un match de football américain où il y a eu un choc et une blessure, et ça lui a rappelé quand il était adolescent et qu'il jouait au football américain lui-même. Donc, avec ces corps très athlétiques qui se déplacent dans un espace et l'image de ces corps et des images de son atelier également où il travaille sur différents matériaux. Et l'objet final est si étrange que je ne parviens pas à le classer dans une catégorie. Et donc, vous pourriez, je pense, inviter Matthew Barney dans votre festival. Eh bien, je peux aussi parler de mon souvenir de l'un des premiers travaux de Matthew Barney où il a parlé de l'acte physique de peinture, donc sautant sur un trampoline en essayant de peindre au plafond. Il y avait un côté physicalité qui était très importante que l'on retrouve dans l'art du cirque, dans la danse et dans d'autres formes artistiques, bien sûr. Alors, c'est une bande-annonce, donc ça, avec ses limites, et c'est très court. So yeah, here we are. So you need. Voilà, alors il faut vraiment voir son travail pour se faire une idée. Je pense que chacun d'entre nous a choisi un exemple pour parler de la manière dont notre regard fonctionne. Nous ne regardons pas forcément en fonction de catégories, mais aussi basé sur notre expérience. Ma première question serait comment est-ce que cela peut être traduit dans la manière dont vous travaillez en tant que structure, en tant que festival, en tant qu'institution culturelle?
où, bien sûr, on est toujours confronté au déplacement des frontières, à la réinvention du partage de formes artistiques, soutenir de nouvelles écritures. On a parlé d'art visuel, de cirque. Ma première question serait donc peut-être quels outils, instruments utiliser dans votre travail, dans votre réalité journalière pour essayer de continuer à avancer et faire en sorte que la manière dont vous regardez soit elle aussi évolutive pour pouvoir inventer de nouvelles formes ou dans votre soutien de nouvelles écritures ou inventer de nouvelles formes de partage avec les publics. Caroline, si vous voulez parler de votre expérience en Serbie ou d'autres expériences. Oui, il y a deux niveaux auxquels je peux m'exprimer. L'Institut français en Serbie, en tant qu'attaché culturel, je travaille pas seulement dans la danse, l'art du cirque, mais aussi l'architecture, le cinéma. C'est un privilège pour moi que de rencontrer des personnes qui travaillent dans tous ces domaines. Nous n'organisons pas d'événements ou de manifestations ex nihilo. La plupart du temps, nous soutenons des initiatives menées par des opérateurs locaux. Nous les aidons financièrement, mais parfois aussi nous co-construisons des projets ensemble. Ça, c'est pour ce qui a trait à l'Institut français en Serbie, mais je suis aussi à la tête de Théâtroscope. On va peut-être vous montrer en fait une carte. Donc 13 pays au sud-est de l'Europe. Vous avez des pays qui font partie de l'Union européenne, d'autres qui sont en dehors de l'Union européenne, certains qui faisaient partie de l'ex-Union soviétique ou de l'ex-Yougoslavie. Et donc dans ces zones, les dynamiques sont un peu différentes parce que nous créons également des financements et des bourses, mais il y a des appels à projets et qui sont définis au début de l'année, et les opérateurs culturels dans la région peuvent également soumissionner pour des projets qui concernent au moins 2 pays dans la zone géographique. Vous voyez la carte à l'écran. Et pour Théâtroscope, donc, nous avons un appel à projet annuel. Et comme nous sommes en Serbie, eh bien, nous sommes très liés aux différents partenaires. Nous essayons de discuter le plus possible avec nos partenaires pour savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Donc nous organisons la tournée de spectacles français dans la région, mais également par le biais de coordination bilatérale entre des organisations françaises et des organisations de cette région, comme l'Institut français en Serbie. Et au niveau plus global, nous sommes en lien avec le ministère des Affaires étrangères français et l'Institut français à Paris. Donc il y a des priorités et des recommandations que nous essayons de suivre. Donc certaines disciplines suivant les années vont être plus prioritaires. Quand nous en avons discuté, vous m'avez parlé aussi du fait que cela dépend du contexte culturel de chaque pays. Bien sûr, la manière dont le même spectacle montré dans plusieurs pays, dans différents pays, ne rencontrerait pas le même public. Il est intéressant de réfléchir à ces différences et de la manière dont on s'adapte peut-être et dont on adapte un spectacle quand il est montré dans différents contextes. Bien, comme vous pouvez le voir sur la carte, cette zone est très étendue et elle est très hétérogène suivant les pays que l'on regarde. Alors nous ne sommes pas experts des publics locaux et du contexte local, donc nous nous reposons sur les opérateurs locaux qui sont les mieux placés pour savoir quels sont les types de spectacles qu'ils souhaitent montrer dans leur pays par rapport à ce à quoi les publics locaux sont habitués et ce qu'ils souhaitent développer au long cours. Donc nous essayons de mettre en œuvre ce qui peut être important par rapport à la réalité locale, ce qui peut différer énormément d'un pays à un autre.
Et dans cette zone particulière, il n'y a pas beaucoup de financement public. Les obstacles sont différents par rapport à la France et ici, entre les pays, les contextes sont extrêmement différents aussi. Il s'agit aussi des attentes des publics, mais aussi des politiques. Il y a des enjeux économiques, bien évidemment. Vous avez parlé de la programmation d'œuvres pluridisciplinaires dans des festivals. Donc il y a aussi la définition artistique d'un festival que l'on retrouve dans le titre, mais vous m'avez dit aussi que vous travaillez tout autour de ces formats, engager le dialogue, des échanges et vraiment de penser à ces aspects multidisciplinaires, préparer le terrain, mais pas uniquement, rendre ces événements possibles, faire en sorte qu'ils soient partagés et vus. Oui, je commencerai par dire ceci, par rebondir sur le titre de notre festival. Lorsque nous avons lancé ce festival, on s'est dit c'est facile, on a le cirque, on a la danse, on a les deux dans notre nom et on peut l'interpréter comme on le souhaite. Et c'est intéressant aussi pour les artistes. Enfin, le retour qu'on a eu des artistes, c'est oui, pour nous, c'était pas clair. Il y avait danse, il y avait cirque. Et c'est assez sympa de retrouver les deux disciplines dans le titre du festival. Et par rapport aux attentes du public aussi, c'est intéressant, c'est utile parfois parce que ça donne un espace de liberté. On peut mettre beaucoup de choses entre ces deux catégories, ça ouvre le champ des possibles. Et personne s'est plaint en disant ça c'est pas du cirque ou ça c'est pas de la danse. Donc ça nous donne une certaine liberté avec ce titre ouvert. Ce que j'aime voir aussi dans d'autres festivals, j'ai un exemple de Iéna, c'est le Edge Festival. Et ils disent que leur festival est axé sur l'expérimentation. Et encore une fois, là, la programmation peut être vraiment large, ils peuvent expérimenter et personne ne va se plaindre. Et beaucoup de gens vont se rendre à ce festival justement parce qu'il y a cette ouverture d'esprit et cette non-définition des catégories. Et il y a beaucoup d'attentes quand on crée des festivals autour du cirque. Quels sont les publics attendus? Quels sont les publics cibles? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc avec ce titre un peu hybride, ça ouvre les possibles. Et bien sûr, j'ai aussi, dans ma propre pratique, je suis entre la danse et le cirque. J'ai eu des financements de l'Allemagne et aussi j'ai travaillé dans des lieux où il n'y a pas de financement pour le cirque. Et parfois, je reçois des financements pour faire de la danse et là, je dis que je suis un chorégraphe. Et et c'est aussi ce qui m'a donné envie de lancer ce festival. Et je trouve que c'est intéressant de juxtaposer ce travail du cirque et de la danse. Il y a différentes approches, démarches possibles, comment on travaille avec la lenteur, comment on regarde le corps. Ces différentes démarches. Avec le cirque, on a bien sûr des limites, on joue avec les lignes, les frontières. Ce que j'aime aussi, c'est l'élément de surprise que l'on peut créer, parce que nous, on vient de cette discipline et c'est intéressant de voir des pièces qui viennent d'autres domaines, d'autres formes artistiques. Et peut-être ce que je peux ajouter sur les festivals,
C'est un festival que nous produisons. Nous produisons des artistes de temps en temps. On aimerait le faire plus souvent. Tout dépend des financements que l'on arrive à trouver. Mais c'est important pour les artistes d'être accompagnés et de ne pas uniquement acheter un produit fini, mais vraiment s'investir dans le processus de création. Et quelque part, nous sommes moins des programmateurs et davantage des accompagnateurs d'institutions, parfois. Et nous estimons que c'est important, non seulement pour les artistes, mais aussi pour nous en tant que festival. Et je vais peut-être vous citer 2 exemples de projets dans le cadre de ces festivals. Dans la programmation, par exemple, nous avons lancé un appel à projets pour des formats courts, rédigés pour un public qui soit disposé à 360 degrés, un public qui entoure la performance. C'est intéressant de voir les différents formats autour du cercle. Donc nous avons acheté cette scène à 360 degrés extérieure qui permet d'accueillir ce type d'œuvre parce que nous aimions la possibilité d'écrire autour de ce format. Toutes les possibilités à explorer. C'est pour ça que nous avons lancé cet appel à projet pour voir l'existant parce que on ne connaît pas la portée de ce qui existe et aussi voir quelles sont les écritures dramaturgiques autour de ce format, l'idée de se produire à 360 degrés. Ce qui est intéressant d'une certaine façon, c'est qu'en tant que festival, il ne s'agit pas de nouveaux espaces, mais vous inventez de nouveaux espaces où vous créez les conditions pour que ces pièces adviennent. Ensuite, les artistes peuvent faire ce qu'ils veulent dans le cadre de ces espaces, mais quelque part, vous créez des espaces pour rendre possible ces performances et ces pièces. Et ça rejoint ce que vous avez dit. Enfin, moi, je vous vois comme des modérateurs, des facilitateurs. Vous avez les artistes, vous avez les institutions, les festivals. Vous avez les financeurs. Et il y a aussi, ça me fait penser à un sociologue qui dit en français les membres de renfort, toutes ces personnes qui accompagnent et qui font partie de cet écosystème. Cet écosystème est possible grâce à tous ces accompagnateurs qui rendent ces créations possibles. Et aussi, Caroline, vous travaillez sur des collaborations créatives, de création dans votre pratique, rendre visibles certains artistes qui resteraient invisibles s'il n'y avait pas ce travail de collaboration. Vous parlez de certains artistes visuels serbes, par exemple, et c'est intéressant de voir quel est le travail qui se fait en coulisses, comment faire advenir toutes ces créations, rendre visible ce travail, ces œuvres. Peut-être pour rebondir sur ce que vous avez dit sur ce festival et ce qu'on fait aussi à Théâtroscope, il y a peu, quelque part, d'offres culturelles permanentes dans le domaine à la fois de la danse et du cirque. Souvent, on découvre le cirque par le biais des festivals et les organisateurs de ces festivals savent que le public n'a pas beaucoup d'opportunités de voir des créations de cirque ou des compagnies de cirque. Et Circo Bacana Festival au Zagreb et Belgrade, ils ont proposé le Out of the Blue Show. Donc c'est dans un aquarium et ça a été un succès incroyable à Zagreb et à Belgrade. Et notamment parce que c'était le premier spectacle de cirque proposé à ces publics. Certaines personnes voyaient un spectacle de cirque pour la première fois dans leur vie. Donc c'est très beau de voir comment on peut influencer une nouvelle génération qui va regarder le cirque autrement. Ça va modifier leur image, l'image qu'ils avaient du cirque. Comme vous l'avez dit, vous construisez la manière dont on regarde les œuvres circassiennes. Donc c'est une grosse responsabilité aussi.
Oui, ces organisateurs sont très conscients qu'ils voient des spectacles en Europe occidentale qui ne sont pas forcément disponibles dans les pays de l'Est, donc ils sont attentifs. Qu'est-ce qu'on peut montrer à ces publics pour peut-être les sensibiliser davantage et pour montrer toute la diversité, la complexité du cirque à ces publics. Donc il y a un travail de terrain quelque part sur ce sujet. Et en parlant d'autres domaines, d'autres secteurs, on essaye de développer des coopérations bilatérales entre des organisations françaises ou régionales, avec des organisations serbes. Il y a une très belle collaboration avec la Biennale des arts visuels entre Lyon et Belgrade, pardon, et Belgrade. Et c'était intéressant d'échanger, d'inviter des artistes français et de ces pays. Ici, on a Nadeja Kaczynski. Et cet artiste a été montré à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, près de Lyon, dans le cadre d'un projet de création jeune internationale. Ici, on a une salle d'attente typique dans un hôpital de l'ex-Yougoslavie. Et grâce à cette collaboration avec la Biennale, il a été possible de faire advenir ce projet. Et il y a différents niveaux, différents domaines artistiques. Il y a des collaborations entre le musée d'art contemporain à Lyon et le musée d'art contemporain à Belgrade. Et il y aura aussi des des expositions conjointes, des échanges d'œuvres. Et ça facilite les échanges entre différentes organisations, différents programmateurs. Ils peuvent parler la même langue, ils peuvent partager les mêmes enjeux, les mêmes visions. Et ils savent quels sont les meilleurs projets à développer. Donc c'est intéressant de voir ces rencontres entre différentes organisations internationales qui peuvent se prolonger sur un temps long. Et j'espère que cette conversation, ce dialogue va se poursuivre à l'avenir. Est-ce que vous voulez rebondir à ce sujet, Tim? Oui, pour répondre, pour parler de ce travail Out of the Blue, c'était dans l'eau, n'est-ce pas? Ça me fait parler du travail de Flavia Müller, qui est une artiste qui travaille en France. Et ça nous ramène au regard des œuvres. Moi aussi, je regarde mon travail en tant que commissaire, ou de créer un contexte autour des œuvres, ce que l'on peut voir à un moment précis. Donc ça, c'est un aspect de l'œuvre qui est là, que l'on peut voir. Et ensuite, parfois, j'aime créer des connaissances autour d'une œuvre. Dans les années 90, un artiste a créé cette œuvre, New Tube, avec un grand tube d'eau, contenant de l'eau qui mesurait 2 mètres. Et il s'est immergé dans ce tube. Et ce travail a été créé dans les années 90 et aujourd'hui on a de plus en plus de festivals de cirque en Allemagne et donc il a été invité de nombreuses fois en Allemagne. Donc l'idée c'était comme un retour dans le passé parce que l'Allemagne a un regard différent sur cette forme artistique. Et pour revenir sur ce travail, l'idée de créer des contextes, Jörg Müller ça me fait penser à un exemple concret. Le terme le non-humain. Les cirques peuvent travailler sur certains... Le cirque peut travailler sur certains mouvements, penser différemment les environnements, donner différentes attentions aux processus, aux objets, aux humains, aux non-humains, aux entités non humaines.
Il y a un exemple intéressant à ce sujet, un artiste qui a été invité dans les années 90. Il y avait une invitation de la part d'une chorégraphe française. Cette chorégraphe est allée voir différents circassiens, dont Jürgen Müller, avec des artistes dont Jürgen Müller. Et l'idée était de faire des recherches sur la macrogravité, comment le corps réagit à ça. Et donc, on voit un avion et l'avion qui se déplace et on voit cette macrogravité en jeu et comment cela a un impact sur le corps. Et les notions d'espace aussi sont explorées dans ce travail. Et donc, on a un chorégraphe d'une part, on a aussi une recherche scientifique et de faire participer des artistes. Et le sentiment que l'on éprouve, le ressenti avec cette macrogravité a été décrit. Et si on n'est pas dans l'avion, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner une idée de ce ressenti de la macrogravité? Et c'est intéressant de décrire ce que l'on sent à ces moments-là, la perception du corps. Elle a notamment remarqué qu'on a l'impression de ne plus avoir de corps. Le corps vient se fondre dans l'espace. On voit l'espace à travers le regard, ça devient très visuel et on a le sentiment que son corps fait partie de l'espace. Et c'est très intéressant d'en discuter et de voir quel est notre rôle dans le monde, dans l'environnement, quelle est notre place, quelles sont les hiérarchies entre les éléments, les objets, les humains. Et ensuite, quand on pense à Jörg Müller qui se plonge, qui s'immerge dans l'eau, et c'est un environnement qui est très puissant. Il doit placer son corps dans ce corps d'eau. Et il y a une notion de laisser aller, de traverser aussi. Et aussi, dans le cercle traditionnel, il y a la domination par rapport aux animaux. Il y a ensuite le nouveau cirque. Et j'aime bien parler de cet exemple parce que ça permet d'ouvrir des courants, de penser à des courants philosophiques, des notions philosophiques, des choses qu'on peut aller explorer. On ne force personne à aller explorer ces choses-là. On a créé un magazine pour parler de différents aspects théoriques autour du cirque et on peut décider de s'y intéresser ou pas. Oui, dans tous ces exemples, quelque part, Jörg Müller, au Kitsu du bois, ils ont créé des œuvres qui peuvent être montrées dans des festivals de cirque, de danse, mais aussi dans des galeries, dans des musées, aussi dans des sites qui accueillent des installations. Et donc leur travail est très mouvant, hybride, et c'est difficile d'accompagner la manière dont on regarde ces différents formats, supports. Et donc dans votre travail, il y a une part de prise de risque. Il y a aussi eu cette collaboration avec des artistes serbes qui étaient invités à la Biennale de Lyon. Quelque part, c'est un risque pour l'institution, pour l'artiste qui est accompagné par ces institutions. Et donc, comment vous, en tant que programmateur, en tant qu'institution, comment vous envisagez cette prise de risque? Si vous travaillez avec des écritures émergentes, bien sûr, il y a un risque parce que c'est un travail qui n'est pas connu. On ne sait pas comment il va être appréhendé, ce travail qui est mouvant. Et donc ici, je ne parle pas vraiment de risque physique, mais plutôt de risque politique, esthétique. Alors, il me semble que nous ne sommes pas ceux et celles qui prennent les risques en tant que programmateurs. Par exemple, quand on accueille, ceux qui accueillent des compagnies françaises, et ce sont eux qui prennent des risques à Théâtroscope. Les partenaires locaux sont très ouverts aux artistes internationaux. Et il y a
la possibilité de faire des coopérations, de faire venir des artistes français dans ces pays de l'Est. Et donc, c'est eux qui prennent les risques d'inviter des spectacles internationaux pour des publics qui ne sont pas habitués à ces spectacles contemporains. Et côté français, il y a aussi le risque de collaborer dans des espaces géographiques qui ne connaissent pas ce travail plus occidental quelque part, ou qui présentent leur travail à des pays occidentaux. Et donc pour les opérateurs français, c'est des choses qui sont prises en compte. Et en tant qu'attaché culturel, l'idée c'est d'encourager les opérateurs français à prendre des risques et d'aller chercher des artistes qui n'ont pas forcément la même esthétique, qui n'ont pas reçu les mêmes formations par rapport à des artistes d'Europe occidentale. Et donc, ce sont des œuvres qui sont différentes de ce à quoi on est habitué. Donc, quelque part, on donne la parole à des artistes ou à des pays que l'on connaît moins, avec lesquels on est moins familier. Donc, c'est quelque chose qui est encouragé. Mais finalement, ce sont les opérateurs culturels et programmateurs qui ont le dernier mot. Et en tant qu'opérateur culturel, vous avez parlé des safe places, des sortes d'espaces sécurisés. Et l'artiste prend des risques, mais dans un cadre qui est défini. Et parfois, c'est difficile de créer ces espaces sécurisés, ces safe spaces, quand il s'agit d'œuvres expérimentales. Bien entendu, avec ma casquette d'artiste, il y a des choses que j'aimerais faire, mais dans le contexte d'un festival, il faut réfléchir davantage. Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est le bon contexte pour accueillir ces artistes, ces œuvres? Quel espace choisir? Comment l'annoncer? Quels sont les besoins? Il y a, avec certains collègues, on a ces échanges. Parfois, on veut une pièce spécifique, une performance, et on ne veut pas de texte qui accompagne la pièce. On veut que la pièce ou la performance parle d'elle-même. Et je comprends ça très bien et j'adore ça. Mais il y a certaines œuvres qui ont besoin d'être explicitées. On a besoin de clés de lecture parfois pour accéder à certaines œuvres. Et dans les musées, il y a beaucoup de médiation. On dit, voilà, cette œuvre existe dans ce contexte, à cette époque. Et je pense que c'est aussi pertinent pour des spectacles de danse ou de cirque. Et quand on parle de risques, moi j'en parle beaucoup au quotidien dans mon travail en tant que commissaire notamment, programmateur. Et parlons d'abord des risques physiques. Au cirque, souvent, il y a des risques physiques implicites, des risques que les artistes apportent avec leur travail. Et pour le public, il peut y avoir un impact très fort. Donc le danger se présente de multiples façons. Et je crois qu'il y a une sorte de bascule. Parfois, on traverse certaines frontières en tant qu'artiste et on se demande comment traverser cette frontière et mettre peut-être le public aussi, placer ce risque sur le public et pas tant sur l'artiste. Et c'est un point de vue intéressant, ça permet d'être plus transgressif dans l'œuvre. Est-ce que vous êtes dans un espace sécurisé, l'artiste, le public? Ça crée des ponts quelque part. Et il faut faire de la médiation entre l'œuvre d'art pour qu'elle puisse s'exprimer avec le plus de liberté possible. Il faut aussi regarder côté régie, direction technique. Et il y a aussi la question très agaçante, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais... voilà. Et donc mon travail, c'est de faire en sorte que l'œuvre se fasse
soit produite. Mais si on me dit quel est le cas le plus pénalisant, et je vais vous donner deux exemples. On a eu des expériences très, très fortes. Il y a la compagnie In Extremis Damoclès, et ils travaillent avec des planches de bois, et il y a tout un discours. Le public doit interagir, et ce qui fait qu'il place une épée de Damoclès sur les spectateurs, et pendant toute la performance, il dit non mais ce n'est pas une performance, on fait ça tous ensemble. Donc il joue un petit peu avec ses codes. Et aussi c'est un clown, alors il sait comment jouer avec les limites. Et je l'ai vu, cet artiste, au Portugal. Et après la performance, on était autour de lui. On se disait, mais comment expliquer ça à nos directeurs techniques? Et en Allemagne, on est peut-être un petit peu obsessionnel avec toutes ces règles. Et c'est un peu ennuyeux. Mais c'est aussi intéressant quand on parle de soins. Du soin, on a la responsabilité de prendre soin de nos publics, des spectateurs, et quel est le risque qu'on veut dans lesquels on est prêt à les placer. Et donc il y a des points de friction entre l'œuvre ou quand l'artiste décide de dépasser certaines limites. À Zanzo, qui demande à un spectateur d'être un contrepoids dans l'utilisation de ces planches de bois. Et il y a aussi la question, moi en tant que directeur ou en tant que programmateur, quel est le risque qui repose sur mes épaules, et aussi est-ce qu'on est prêt à demander aux spectateurs de prendre ce risque ou pas. Oui, l'idée de prendre soin du soin, c'est important. Parfois c'est très général, mais parfois c'est plus précis. Prendre soin des gens qui travaillent dans l'espace, de l'artiste, des spectateurs, des institutions, des forces politiques en jeu aussi. Avoir ça à l'esprit, il y a beaucoup de complexité quand on accompagne de nouvelles écritures, de nouvelles formes expérimentales, et il faut prendre soin, faire attention à de nombreux paramètres. Et ce n'est pas si facile. On parle des arts performatifs, du spectacle vivant, du cirque. Mais ces mêmes questions se posent dans le domaine de la danse, des arts visuels, des installations, des performances, du théâtre. Et dans l'écriture contemporaine, on a cette responsabilité de faire attention, de prendre soin. Et si on regarde les œuvres qui ont été présentées à la Biennale de Lyon, qu'il s'agisse des commissaires qui sont allés à la Biennale de Belgrade aussi, ça n'a pas dû être facile. Il faut comprendre quel est le contexte, dans quelle géographie on se situe. C'est assez subtil, cette idée de faire attention, de prendre soin. C'est ce que j'en retire des expériences que vous avez partagées avec nous. Oui, et aussi dans notre travail, il y a toute cette partie liée à la médiation, expliquer le contexte local aux étrangers. Et la coordinatrice du Théâtroscope, Tatiana, m'a donné un exemple, un spectacle extérieur qui a été montré en Bosnie, en Serbie. Il s'agit de promenades avec des audioguides, avec des danseurs. Et il a été demandé aux organisateurs locaux de trouver un parc pour déambuler et permettre au public de se déplacer d'un point A à un point B. Et à Sarajevo, un parc public a été choisi. Les organisateurs ont suggéré cette œuvre, mais des corps ont été enterrés dans ce parc pendant la guerre. Donc c'est un espace assez particulier avec une histoire. Et certaines personnes ont dit le jour avant la performance,
On dit on ne peut pas considérer cette performance comme une performance que l'on ferait au but de Chaumont, parce que là, il y a une tragédie qui a eu lieu dans ce parc. Et donc un autre parc a été choisi à Sarajevo. Donc c'est ce type d'information que l'on doit aussi donner, notamment le personnel local des instituts français. Ils sont en local, à l'étranger, ils connaissent le contexte, l'histoire qui entoure certains lieux. Et si vous ne connaissez pas cette histoire, la réception de l'œuvre peut être perturbée par ces éléments. Et parfois, ça peut blesser les gens aussi, heurter les populations locales. Example. J'ai un autre exemple. Nous discutions d'une œuvre et à la fin en fait de l'interprétation du spectacle, le public était invité à venir danser sur scène et il y avait la question de consentement. Je ne sais pas si nous y sommes particulièrement sensibles en Allemagne ou dans notre festival, mais il y a des différences culturelles également dont il faut tenir compte. Et j'en discutais avec un collègue italien. Et en Italie, ce n'est pas véritablement un souci. Vous pouvez tout à fait faire venir un membre du public sur scène et l'inclure dans la représentation en Allemagne. Du fait de notre contexte, ce serait bien au moins de poser la question, de demander avant de prendre la personne par le bras. C'est important quand on parle de sensibilité et de consentement, mais je pense qu'il y a aussi des différences culturelles dont il faut tenir compte. Et quand on parle du contexte dans lequel nous présentons des œuvres, parfois il faut en discuter avec les artistes de cela, les rendre conscients de cela, et on entre dans une sorte de discussion. Eh bien, merci beaucoup pour ces exemples très précis, parce que je pense que plus nous parcourons votre expérience, plus c'est intéressant, parce que nous voyons pour chaque exemple combien les choses peuvent être complexes et comment chaque exemple soulève des questions et les solutions sont très spécifiques à chaque fois. Peut-être l'idée était-elle aussi d'ouvrir le débat avec l'auditoire. Il y a dans notre auditoire des programmateurs, des artistes et d'autres qui ne sont ni l'un ni l'autre. Vous pouvez poser des questions, mais peut-être pour commencer, nous allons vous poser des questions. Peut-être qu'un élément dont nous avons commencé à discuter, mais dont nous pouvons peut-être parler plus collectivement, ce serait la possibilité de se saisir de ces questions ensemble et d'avoir un dialogue plus étroit avec les différentes personnes dans le secteur sur la question de la responsabilité commune qui est la nôtre. Il pourrait s'agir d'une discussion ouverte sur les écritures expérimentales, les nouvelles écritures, les écritures contemporaines. Vous pouvez commencer par vous présenter, dire quel est votre rôle et quelle est la perspective dont vous vous exprimez. Alors, Tim et Caroline ont partagé certaines réponses avec nous, mais nous serions heureux d'entendre votre point de vue. Vous pouvez bien sûr poser des questions également, mais nous aimerions discuter de tout cela plus collectivement. Et maintenant, j'ai fait peur à tout le monde en parlant de notre responsabilité collective. Micro, s'il vous plaît. Peut-on... Alors, l'idée, c'est que nous parlons de la responsabilité, notamment dans la prise de risque. Donc, notre point de vue, notre perspective en tant qu'artiste, en tant que directeur de festival, en tant que programmateur, en tant qu'institution culturelle, quelle est notre responsabilité? Où situons-nous notre responsabilité, notre prise de tic par rapport à de nouvelles formes d'écriture, des écritures plus radicales, plus expérimentales? Je dis toujours que ce qui est bien quand on est chercheur, c'est qu'on n'a aucune responsabilité.
Et donc votre liberté est entière pour parler des œuvres d'art et de la prise de risque parce que vous n'avez pas, par exemple, de responsabilité ou d'investissement financière. Ce serait donc peut-être ma perspective, mais si je parle de mon rôle en tant qu'artiste, eh bien c'est très différent. Je peux prendre des risques en tant que chercheuse que je ne peux pas prendre en tant qu'artiste. Et je trouve intéressant de réfléchir à cela, de voir quelles sont les possibilités et les impossibilités. Bien sûr, nous avons Yako ici. Merci d'être là parce que vous posez toutes les questions et c'est formidable. Mais cette fois-ci, je ne poserai pas de questions parce que vous avez déjà posé une question. J'ai beaucoup pensé à cette idée de risque d'un point de vue de structure et d'un point de vue de programmateur. Circo a pris beaucoup de risques par le passé et l'organisation et le développement de cette organisation, de cette structure, était une prise de risque. Certains de ces risques eh bien, ont débouché sur quelque chose et donc ça a payé, si je puis dire. Je pense que la responsabilité d'un programmateur ou d'une structure, c'est d'essayer de créer une organisation où il devient plus sûr de prendre des risques. De cette manière, on s'assure que l'organisation, la structure sera pérenne afin de pouvoir reprendre des risques à l'avenir. Je pense que c'est une question structurelle assez profonde qui est très contextuelle, c'est-à-dire comment est-ce que ces structures sont financées, d'où vient ce financement et comment est-ce que l'organisation annuelle est faite de telle manière qu'il y ait un contexte dans lequel des risques peuvent être pris. Je regarde tout cela d'une perspective de programmation annuelle où il y a différents profils au cours de l'année. De cette manière, nous avons en fait des créneaux limités, par exemple dans le cadre d'un festival qui peut prendre des risques où on peut équilibrer un petit peu et on peut aussi jouer sur la programmation de l'année suivante. Merci, c'est intéressant. Vous parlez vraiment de la complexité de cela. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Tim? Oui, bien sûr, ça résonne pour moi parce que en tant que directeur de festival, je dirais qu'un festival a la responsabilité de s'assurer qu'il y a un public, d'abord, qu'il y a un financement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il nous faut assurer, sur lesquelles il faut communiquer, que l'on doit rendre visibles aux décideurs politiques et le travail qui doit être accompli. Et il est vrai que, par exemple, parfois on parle de la prise de risque artistique et de montrer des œuvres qui représentent un risque artistique, une prise de risque artistique. On peut parler de cela, mais je pense qu'il s'agit de créer le bon contexte pour cette œuvre. Par exemple, dans une biennale, il est plus facile de prendre ce type de risque par rapport à un festival annuel où on est un festival tout public, par exemple. Donc il faut jongler un petit peu avec tout ça pour être sûr de pouvoir continuer à prendre des risques sur le long terme, et que ce ne soit pas une seule fois, ce qui serait vraiment dommage. Donc c'est un constant jonglage entre le risque et la responsabilité en allant dans différentes directions. Comment créer un espace pour l'art et aussi satisfaire ses besoins de créer un espace pour certaines formes artistiques et faire en sorte que cet espace demeure. Je ne sais pas si vous avez d'autres réflexions sur cette question. Oui? Oui, bonjour. Je m'appelle Quentin et je voudrais essayer de répondre de la perspective d'un artiste. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir véritablement compris la question. Je pense que cette question
contient beaucoup de questions, donc je vais essayer d'y répondre au moins partiellement. Sur cette responsabilité commune, vu du point de vue de l'artiste, on peut dire aussi que c'est une responsabilité partagée. Quelle est ma part de responsabilité? Je pense qu'en tant qu'artiste, je dois résister d'une certaine manière. Résister, persister. Comment vous trouvez le chemin, le cheminement qui doit être le vôtre? Comment vous pouvez trouver des raccourcis qui vous sont proposés, réagir à ces raccourcis qui vous sont proposés un petit peu partout, avec différentes approches par rapport au public, aux programmateurs, aux écoles. Et je pense que de ce point de vue, nous pourrions parler de plusieurs des points qui ont été évoqués. Je crois que ma réponse est peut-être un peu comme votre question, c'est-à-dire qu'il faut peut-être piocher ce que l'on peut y trouver, mais de mon point de vue, ou en suivant ma propre direction, il est difficile de ne pas tout réduire à un problème. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Plutôt, quelqu'un a dit, en tant qu'artiste, vous devriez savoir beaucoup de choses. Je ne sais plus. Oui, on a parlé des références, de connaître l'héritage. Et je crois que quelqu'un a dit il faut savoir trop de choses pour être un artiste. Et il y a peut-être un problème là-dedans. Peut-être que quand il y a une multitude d'aspects, on veut le réduire à un problème. Alors, j'ai trop parlé, donc je crois que je vais me taire. Non, mais ce que vous dites par rapport au fait d'être un artiste et de prendre des risques et de la notion de risque pour un artiste, on en a déjà parlé ce matin, mais cela varie d'un contexte à un autre. Prendre des risques en Serbie n'est pas la même chose que de prendre des risques en France, absolument pas. Et bien sûr, comment, en tant qu'Européens ou en tant que personnes travaillant depuis une perspective européenne, pouvons-nous prendre cela en compte pour construire des collaborations comme vous en parliez, Caroline? Cette idée que plus d'opérateurs culturels d'Europe de l'Ouest puissent construire plus de projets en collaboration avec d'autres régions d'Europe et peut-être mieux comprendre ce qui peut être expérimental et ce qui peut constituer une prise de risque dans ces pays. Oui, Agathe, de ce point de vue, quand vous parlez du risque du point de vue d'un artiste, je pense qu'il faudrait juste accepter le fait que faire de l'art, c'est une prise de risque, c'est un pari que l'on fait. Et si l'on ne se lance pas dedans sans savoir véritablement ce qui nous attend, eh bien, je crois qu'il vaut mieux faire un autre métier. Cette responsabilité concerne tous ceux qui sont impliqués dans un processus créatif. Et programmer, c'est aussi une forme de soin, une forme d'attention. Et donc, la programmation dans notre secteur, c'est peut-être plus de soins et d'attention et moins de programmation. Il y a un très bon livre d'ailleurs sur le soin dans la programmation dans notre secteur. Alors, très rapidement, parce que c'est très beau ce que vous avez dit avant, il y a une différence entre le danger et le risque. Il faut séparer le danger existentiel de ce que c'est que de prendre des risques. Cela me rappelle une conférence qui s'intitulait Safer Space for Circus, un espace plus sûr pour le cirque. C'est peut-être assez proche en d'autres termes que ce que vous dites. Comment créer un espace plus sûr qui permet la prise de risque? Bonjour, je suis Gaia Mercati, je viens de Milan, en Italie, et je travaille à la fois comme chercheuse indépendante et comme programmatrice culturelle.
Et donc cette question résonne énormément avec mon travail. D'un point de vue de chercheuse, je ressens une très forte responsabilité, en particulier pour trouver des moyens de produire un discours qui ait du sens, parce que je pense qu'il est très important de produire un discours qui ne surdétermine pas les artistes. Je pense que c'est une pratique, en tout cas dans mes travaux de recherche, ma préoccupation principale est de quelle manière et avec quels instruments, quels outils je peux développer un discours qui ne soit pas dangereux pour quelqu'un. Donc de cette manière, je ressens une très forte responsabilité dans ma production de sens et dans ma pratique de chercheuse. En tant que programmatrice, ressens le risque. Je suis d'accord que le risque est partagé, mais jusqu'à un certain point, je dirais, parce qu'en tant que programmatrice, je pense que je dois prendre plus de responsabilités que l'artiste. D'abord parce que je suis redevable du festival dans son entier. Et aussi, en tant que programmatrice, eh bien, l'artiste est toujours payé, mais les incertitudes avec lesquelles je dois composer, par exemple, parfois on ne sait pas si on va avoir l'argent jusqu'à ce qu'on fasse certains choix. Et moi, je dois m'assurer que les artistes seront rémunérés. Donc, je ressens une forte responsabilité dans les risques que je prends. Et je pense que parfois, les programmateurs doivent prendre plus de risques que les artistes eux-mêmes. Tim et Caroline, si vous voulez réagir, bien sûr, n'hésitez pas. Oui, absolument. Eh bien, en tant que festival, je pense que les festivals sont aussi des institutions et les institutions doivent aussi distribuer leur argent, le donner aux arts, à l'art et aux artistes. Et je vois aussi mon travail et mon rôle comme la possibilité de donner plus d'espace aux artistes afin qu'ils n'aient pas trop à penser à ces contraintes avec lesquelles je dois composer moi pour les en libérer un petit peu et répartir l'argent de manière à pouvoir soutenir les artistes. Voici ce que je voulais dire pour l'instant. Alors peut-être les deux dernières interventions. Je crois qu'on a commencé un petit peu en retard, donc on va prendre 5 minutes. Je vais être très rapide. Teresa d'Italie également. Je voulais ajouter quelque chose quand on parle de la prise de risque et de la manière dont Tim, par exemple, travaille pour soutenir la production. Moi, je crois dans ce soutien. Je suis une artiste et je suis à la tête d'une compagnie et d'une structure. Dans mon expérience, quand je suis soutenue financièrement pour une production, je pense que ce soutien, si c'est vraiment un soutien à la prise de risque, eh bien, il faut vraiment que ce soit une forme de dialogue, de conversation qui doit être sincère. Il faut vraiment qu'il y ait une confiance qui se construise. Et ça n'arrête pas. Ça ne s'arrête pas au moment où éventuellement, je rencontre un échec. Eh bien, on pourrait dire de très, très belles choses sur l'échec aussi. Ça pourrait être l'objet d'une autre conférence. Par rapport à Circus Next, je réfléchissais par rapport à la prise de risque. Je pense que Circus Next, et c'est important de souligner qu'il y a beaucoup de risques, de prise de risque quand on essaie de trouver de nouvelles écritures. Et je pense que les artistes doivent aussi comprendre comment présenter des œuvres inachevées, peut-être. Je voulais peut-être revenir au risque et à la prise de risque pour les artistes. Et je voulais aussi parler de cet équilibre qui est aménagé entre la prise de risque et le contrôle, parce que les artistes sont toujours dans cette pose un peu acrobatique.
Et cette aptitude spécifique pour un artiste circassien, pour trouver un équilibre entre contrôle et risque et la possibilité d'ouvrir un autre champ comme le travail avec la céramique, le travail avec le papier. Et se lancer dans un autre domaine, dans un autre champ esthétique et en devenir expert. Je pense qu'il y a aussi des voies à explorer. I would say certainly it's a strength of circus. So yeah, what to say this yeah, being in control, playing with this limits until where you control. Et pour ce qui est du contrôle, peut-être jouer avec cette limite et avec donc la notion de contrôle et être dans cet état d'apnée où l'on retient son souffle comme dans la plongée en apnée. Et je parlais de cirque in extremis. Je pense que ce n'est pas seulement les acrobates et la connaissance physique, mais aussi dans la pratique du clown, comment travailler avec un public. Je pense qu'il y a beaucoup de connaissances qui entrent en jeu là-dedans. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que dans cette pratique, il y a une connaissance spécifique que ces artistes circassiens ont. Et il est intéressant d'en parler, de la diffuser plus. Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent autour de ces questions et peut-être détacher les artistes circassiens d'autres disciplines sur ce point spécifique. Caroline, dans votre expérience, puisque vous travaillez aussi dans les arts de rue et le cirque, juste une pensée qui m'est venue alors que j'écoutais les remarques de l'auditoire. Circo Balkana et donc travaille entre Serbie et Croatie et partage un certain nombre de valeurs. Et leur nom veut dire joie, amitié. Ils essaient de forger une communauté, un vivre ensemble. Et les artistes et programmateurs ont un rôle à jouer là-dedans. Et le partage de risques peut être plus aisé quand on essaie de faire communauté. Alors, tout dernier mot, Tim. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi toute une part de responsabilité des institutions qui va dans la direction de la critique institutionnelle ou le soin par les institutions, travailler à plus d'inclusion, plus d'accessibilité. Il y a aussi des champs, tous ces champs, parler non seulement de la rémunération, mais des conditions de travail des artistes, certaines hiérarchies et peut-être mettre en place des méthodes de travail, une circulation des retours d'expérience, et qui prend les décisions. En Allemagne, par exemple, nous avons beaucoup d'équipes artistiques et d'équipes de programmation qui sont des équipes d'une seule personne. Comment permettre à d'autres personnes de peupler ces équipes avec suffisamment de diversité d'un point de vue de genre? On a parlé de cri du caméléon. C'était il y a 30 ans maintenant, mais donc c'était un metteur en scène qui était un homme avec une majorité d'hommes. Comment pouvons-nous avancer là-dessus? Il y a beaucoup de responsabilités et de travail à accomplir en tant qu'institution culturelle dans tout notre secteur. Oui, je crois que c'est une conclusion très importante. Changer de pédagogie, de méthode de travail en tant qu'institution,
Il n'y a pas seulement ce qui est visible, mais tout ce qui tourne autour. C'est très important d'en discuter et la critique institutionnelle est très importante. Et peut-être pour conclure cette table ronde, l'idée par ce débat était de réfléchir au-delà du cirque et les artistes circassiens. Ce qu'ils demandent, ce dont ils ont besoin peut être pertinent pour d'autres champs artistiques et peut-être qu'il faut regarder la danse, le théâtre et les arts visuels parce que beaucoup des questions qui ont été soulevées aujourd'hui ont été soulevées également depuis 10 ans dans le secteur des arts visuels comme la question dont tu parlais autour de l'accessibilité et de l'inclusivité. Il faut nous arrêter maintenant, désolé. Merci beaucoup.